Il y a autant de gens qui se mobilisent pour cette cause. Et en général, quand on parle de cause par rapport à des associations, par rapport à des manifestations, par rapport à des élections. Hein, c'est l'actualité en ce moment. Et ce soir, c'est pour une cause personnelle, parce que chacun, il a... Vous m'entendez? Il a véritablement envie d'avancer dans ce domaine. Et comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est peut-être un domaine qui est mis de côté, ou bien parce qu'on en a fait... ou bien parce qu'on en a fait un tabou, ou bien parce que les gens ils pensent qu'il y a d'autres sujets à traiter. Mais comme on dit, Akadosh Baruch Hu, il a été prêt à effacer son nom pour que la paix réside dans les couples. Puisqu'on sait que quand il y avait un problème avec une femme qui était soupçonnée, on prenait le nom de Dieu et on l'effaçait. C'est que c'est pas rien, quelque part, la paix dans le couple. Et on sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu, quand Sarah a dit sur Avraham Avinu qu'il était trop vieux, eh bien... Quand Akadosh Baruch Hu rapporte ça à Avraham Avinu, il ne va pas lui dire ta femme, elle a dit que tu étais trop vieux, mais il va dire Sarah, elle a dit qu'elle était trop âgée pour avoir un enfant. Donc on voit que même Akadosh Baruch Hu, quelque part, il change le discours pour le shalom. Et ça, une petite parenthèse avant de commencer mon cours. Très souvent, on croit que dans le couple, plus on est véridique, plus on dit ce qu'on pense, plus on met carte sur table, plus c'est ce qui va marcher. Or, c'est pas vrai. Qui dit que quelque part, et Akadosh Baruch Hu nous l'a montré, que des fois ne pas dire la vérité, je ne dis pas ici de faire des coups derrière le dos du conjoint, mais je dis que des fois, même si on pense des choses tout haut, eh bien quelque part il faut être capable de les dire tout bas. Bon, ça c'était une parenthèse. J'aimerais commencer par des remerciements. Tout d'abord remercier Michael Benichou qui a donné la possibilité de privatiser son restaurant. On lui souhaite beaucoup d'Atzlacha pour ce restaurant Sushik à Marseille, et j'invite vraiment toute la communauté marseillaise, pour ceux qui nous écoutent et ceux qui sont là, à en parler. Qu'Akadosh Baruch Hu lui amène beaucoup de bracha, beaucoup de bénédictions. Parce que ce soir on fait un cours sur le couple. Eh bien j'aimerais remercier ma moitié, mon épouse qui a été derrière moi et qui m'a incité à le faire, parce que moi je suis quelqu'un qui n'aime pas trop me mettre en avant, et elle m'a dit il faut le faire, et je pense qu'elle a raison. Baruch Hashem, on voit ce soir le résultat, on voit que ça intéresse du monde et on voit que les gens se mobilisent. C'est pour moi un plaisir. Il y a une personne qui n'est pas ici, mais qui est derrière ma caméra, et qui lui aussi a pris ça pour challenge. Au début, c'était quelque chose d'amateur. Je faisais des petites vidéos. Et puis à un moment, il m'a dit, pourquoi pas en faire carrément une page, pourquoi pas en faire un site internet. C'est ce qui viendra plus tard, Bezrat Hashem. Et il est derrière ses commandes, et il multiplie ses vues. Alors je vous rassure, les gens ne me voient qu'à moi. Ils ne vous voient pas à vous, donc ça va. Et Baruch Hashem, on fait un grand travail ensemble. Gabriel Arviv, qu'Akadosh Baruch Hu lui amène une grande bracha et beaucoup d'atzlacha dans toutes ses entreprises. Je dédierai ce chiour tout particulièrement pour la refoua shelema d'un petit enfant qui en a besoin, qui s'appelle Aaron Yosef Ben Sarah Bijawi, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une refoua shelema complète. Alors, le titre de ce cours, on va essayer d'être très rapide, ne pas s'étaler. On va ramener les principaux principes qu'on veut ramener ce soir. Le titre de ce cours, ça s'appelle la pluie après le beau temps. Alors qu'est-ce que c'est la pluie? Qu'est-ce que c'est le beau temps? Vous imaginez tous que la pluie, eh bien c'est tous ces moments-là où quelque part on ne s'est pas entendu dans le couple. Tous ces moments de tension où des fois on a du mal à gérer l'incompréhension qu'on a en face de nous, du conjoint. Tous ces moments-là où on se dit, eh bien quelque part, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que ça ne se passe pas dans la joie? Pourquoi est-ce que ça ne se passe pas dans l'harmonie? Pourquoi est-ce que ça ne se passe pas dans la complicité et dans la compréhension de l'autre? Et on avait dit dans le cours précédent, pour les fidèles élèves qui étaient là dans les cours précédents, que très souvent, voire pour la plupart du temps, quand dans le couple, il y a une divergence, quand dans le couple, il y a une incompréhension et un conjoint qui s'énerve, c'est très souvent pas pour ce qui se passe maintenant, mais c'est pour une multitude d'événements qui se sont passés dans le passé et qui n'ont pas été réglés au moment où ça devait être réglé. Et donc en fait, plus on avance, plus pour des choses qui sont complètement incompréhensibles, on va avoir un conjoint qui va sortir de ses gonds. Je vais vous donner un exemple. On va commencer par les femmes parce qu'on est galant. On est assis le matin et puis ta femme, elle te dit, écoute, tu veux pas me tartiner ma tartine? Toi, tu lui dis, non, écoute chérie, j'ai pas le temps, je dois partir au travail. Elle se met à pleurer. Mais c'est quoi cette histoire? Pour une tartine, elle se met à pleurer. Mais en fait, c'est pas pour la tartine, comme on avait expliqué. C'est qu'en amont, un soir, elle t'a dit, chérie, j'ai envie qu'on s'assoive et qu'on discute et que tu prennes du temps avec toi. Tu as dit, non, j'ai pas le temps. Chérie, ce soir, j'aimerais bien que tu m'accompagnes chez mes parents
ça leur ferait plaisir de nous voir avec les petites. J'ai pas le temps. Chérie, demain j'ai un rendez-vous au docteur, c'est important, il faut que tu viennes avec moi, je suis stressé. J'ai pas le temps. Et quelque part, eh bien, toutes ces fois-là, où la femme, elle a compris qu'en fait, tu n'avais pas le temps pour elle, ça va l'amener au bout du temps, eh bien, à croire que tu n'as pas le temps pour elle. Et donc, même pour une tartine qui n'est pas beurrée, qui paraît complètement débile, ta tartine, tu n'as qu'à la beurrer toi-même, eh bien, pour elle, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Parce que quelque part, si je lui ai laissé ce message inconscient de dire finalement, j'ai pas le temps pour toi, on est mariés ensemble, mais on fait chacun ce qu'on a envie de faire, eh bien, viendra un jour où pour des toutes petites choses anodines, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être la goutte qui va faire déborder le vase. Et pour des trucs que finalement, on n'aurait même pas fait attention. Et moi, c'est ça que je dis toujours à mes khatanim. Je leur dis, la première année, c'est là où tout se dirige. Où est-ce que les messages et les conclusions viennent? C'est au début du mariage. La première année du mariage, c'est pas pour rien que la Torah, elle va dire, écoute, la première année du mariage, même s'il y avait une guerre, tu sors pas en guerre. Même si tu dois aller faire quelque chose en dehors de la ville, tu restes à la maison. Pourquoi? Parce que la première année, c'est quelque part l'année où on tire les conclusions. Et si cette année-là, elle s'est mal passée, si cette année-là, on a préféré inviter tous les Shabbatot des nouveaux copains à la maison, si cette année-là, on a fait un Shabbat chez tes parents, un Shabbat chez mes parents, donc on n'a pas eu le temps de se construire. Et donc les conclusions, elles vont vite être tirées. Maintenant, pour parler des hommes, des fois, on ne comprend pas. Je demande à mon mari, écoute chérie, descends-moi la poubelle. Il descend la poubelle. Tu reviens, et puis tu le remercies pas. Et il rentre dans une colère, ouais, j'en ai marre, et c'est moi le pigeon, et puis t'es pas reconnaissant, et pas t'es... Pour une poubelle, ribono shalolam. Mais là aussi, c'est pas le problème. Plusieurs fois, il est sorti plus tôt du travail pour te faire plaisir, et pour venir faire les devoirs, t'as même pas fait attention à ça. Bon, il s'est dit, ok, c'est pas grave. Plusieurs fois, il est venu à des réunions de famille qui le gonflaient, il n'avait pas envie de venir à cette réunion de famille, il a dit, je viens. Et encore une fois, tu l'as pas remercié. Plus d'une fois, il est venu... Et bien qu'il n'avait pas la force, il t'a rendu le service que tu lui as demandé et tu ne l'as pas remercié. À la fin, il dit, ben finalement, je suis le dindon de la farce. Et donc, encore une fois, même pour une poubelle qui est jetée, que normalement, c'est normal qu'il jette la poubelle, c'est normal qu'il mette la main à la pâte. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, tu lui as fait sentir, tu lui as fait comprendre qu'à chaque fois qu'il faisait quelque chose, c'était normal. Or, c'est normal. Vous savez qu'une femme, elle ne peut pas remercier son mari. Il faut que les maris, il faut que vous sachiez ça. Parce que quelque part, si elle remercie son mari, c'est que c'est pas normal. Mais les femmes, il faut qu'elles sachent aussi qu'elles ont besoin quelque part d'accorder cette reconnaissance. Et si le mari, encore une fois, il n'a pas eu cette reconnaissance à long terme, ça peut créer des tensions. Et donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? C'est quoi la pluie, en fait? Eh bien, c'est toutes ces incompréhensions, c'est toutes ces conclusions qu'on a laissé entendre au conjoint, qu'en fait, on ne voulait pas laisser entendre, mais qu'on a profité une fois, deux fois, trois fois, et à la fin, ça déborde. On avait dit qu'il y avait un autre problème aussi. C'est que très souvent, l'humain, il est comparateur. Et donc, si demain, vous allez au boulot, et que vous entendez que votre copine, son mari, il a dorloté, il a amené en séjour, et il a fait kiffer, vous allez rentrer à la maison, et vous allez faire un malheur à vos maris. T'as vu ce qu'elle a fait? T'as vu ce qu'il lui a fait, son mari? Est-ce que toi, t'es comme ça? Ou bien vous, les maris, vous entendez un ami, sa femme, elle est rentrée, elle lui a fait un petit déjeuner de prince, et après, elle a payé une partie de tennis. Eh bien, quand vous allez rentrer à la maison, vous allez en vouloir jusqu'à ne pas possible à votre femme que vous n'avez pas la même chose. Parce qu'encore une fois, on arrive très très vite à des comparaisons. Ou alors des fois, quand on raconte quelque chose entre amis et qu'on a l'impression d'avoir bien fait, eh bien, que vont dire les amis? Ah bon, t'as fait ça? Mais quoi, à chaque fois tu fais ça? À chaque fois, t'es autant dévoué pour ton mari ou pour ta femme? Mais t'exagères, t'en fais trop. Et donc, quelque part, c'est les amis qui vont nous remettre en question sur ce qu'on est en train de faire. Et donc, par rapport à ces comparaisons, par rapport à tout ce qu'on entend autour de nous, on va très vite comparer ces choses-là avec ce qui se passe dans notre couple, et très très vite, la tension, elle va monter. Et donc, comme on dit ici, quelque part, la dispute, donc en fait, c'est pas forcément sur l'action qui se passe maintenant. Quand des fois, il y a des tensions dans le couple, il ne faut pas uniquement s'arrêter sur ce qui se passe maintenant, mais sur ce qui a pu se passer en amont. Ou bien si, quelque part, je ne suis pas en train de comparer ce que j'ai vu ailleurs. Et ça, c'est la plus grave erreur qui puisse arriver. La comparaison, ce qu'on vient de parler en dernier, il ne faut jamais essayer de comparer. Parce que le contexte dans lequel tu te trouves avec ton épouse ou avec ton mari, ça ne peut pas être le contexte qu'on va retrouver, comme on verra tout à l'heure, chez toi à la maison. Toi, tu es fait d'une façon, ta femme, elle est faite d'une façon. Donc déjà, entre vous, vous allez avoir du mal à vous comprendre. Déjà, entre vous, il va falloir que vous accordez vos violons.
Et en plus de ça, tu aimerais comparer ton couple à un autre couple. Mais peut-être qu'eux aussi, ça va mal. Des fois, ils me disent, ouais, mais je les vois tous souriants, je les vois. Mais peut-être qu'ils veulent faire bonne mine. Peut-être que chez eux, c'est le feu. Et que toi, Baruch Hashem, tu es arrivé à arranger des choses qu'eux, ils ne sont pas arrivés à arranger. Et le problème, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on ne se remet pas souvent en question. C'est un peu comme la tchouva. Vous savez, la tchouva, il y a beaucoup de gens qui arrivent à faire tchouva comment? Parce que malheureusement, ils ont eu un décès. Parce que malheureusement, ils ont eu une grosse perte d'argent. Parce que malheureusement, ils ont traversé une tristesse profonde. Et ils s'en sont remis à Dieu. Parce qu'il y a eu des événements phares dans leur vie qui, à un moment, ils ont dit ça y est, stop, je m'en remets au bon Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe très souvent? Une fois que la tension, elle est passée, une fois que le mauvais moment, il est passé, les gens, ils reviennent au galop à leurs habitudes. C'est-à-dire que l'homme, en fait, comment il change sa vie de tous les jours? Il change sa vie. Tu m'entends, Hervé? Ça va? Je suis pas trop loin? Super. Il change sa vie que quand il y a des moments de tension. Et donc, forcément, dès que la tension redescend, la personne, quelque part, elle reprend le même chemin et les mêmes habitudes qu'elle avait avant. Qu'est-ce que c'est la vraie tchouva? Qu'est-ce que c'est le vrai repentir? Le vrai repentir, c'est que quand même j'ai plus de problèmes et que tout va bien dans ma vie, je suis capable de faire un bilan sur où j'en suis dans ma vie. Et ce qui se passe, malheureusement, c'est que ce bilan, on le fait que trop peu ou presque jamais assez. Et donc les années, elles passent, on grandit avec nos défauts, on avance comme on peut avancer. Et c'est juste quand Hachem il nous renvoie des petits rappels, qu'on se dit « Aïe, il faudrait que je change ». Eh bien dans le couple, malheureusement, et c'est ça qui se passe, c'est que moi, qui Baruch Hachem, comme j'ai dit tout à l'heure, on a été formé par des imminents rabbinim en Israël. Pour ceux qui connaissent le Rav Simcha Cohen, c'est un des plus grands médiateurs familiales. Un des plus grands médiateurs familiales aujourd'hui en Eretz Israël. Et il nous a donné cette smicha, il nous a donné cette approbation pour que nous, à notre tour aussi, on puisse faire ce travail. Et on est là pour ça. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que très souvent, quand on reçoit des couples, ils ne vont pas venir au tout début nous voir, les premiers mois du mariage, pour demander est-ce que c'est bien ce qu'ils font. Ils viennent quand c'est au bord du divorce. Quand ils sont en train de se demander « Rav, on vient vous voir, mais en fait on est en train d'hésiter. Ou on divorce, ou on essaye de faire une thérapie avec vous. » Mais c'est pas là qu'il fallait se réveiller, Baba. C'était au tout début. Je comprends pas, les gens, ils font 15 ans d'études, 17 ans d'études pour devenir des chirurgiens, pour devenir des cadres, pour devenir ce qu'ils ont à devenir. Et pour le mariage, qui est un investissement à vie, pour le mariage où quelque part on est en train de se régler ensemble pour pouvoir faire en sorte que notre couple il marche bien, que nos enfants ils aient des parents épanouis, on ne se pose même pas la question à un seul moment de savoir où est-ce qu'on en est. Et ça c'est très grave. C'est-à-dire qu'au même titre que la tchouva que je veux qu'il soit valable, eh bien il faut que ce soit une tchouva avec un vrai bilan, avec une vraie remise en question. Eh bien la réussite de mon couple quelque part, eh bien c'est une remise en question perpétuelle qui va me dire est-ce que véritablement ce que je suis en train de faire, je suis dans le bon chemin? Est-ce que les décisions que j'ai prises, les habitudes que j'ai prises, parce que des fois on prend des habitudes dans le couple qui ne sont pas forcément en diapason avec ce que le conjoint attend de ma part. Alors au début on fait bonne mine, les premiers mois du mariage, on est dans un nuage rose, tout est mignon, tout est beau, on fait belle apparence. Et puis malheureusement, comme je dis, les gens ils me disent toujours « Ah, celui-là, il a eu un mariage extraordinaire, des chanteurs, de la déco. » Mais moi je dis tout ça c'est n'importe quoi. C'est pas que c'est n'importe quoi, c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est quand tu vas revenir de ton voyage de noces et que tu vas te retrouver dans ton 110 mètres carrés, 120 mètres carrés, je sais pas, face à toi, ta femme, comment tu te comportes? Si là, on vient me dire ça se passe magnifique, si là, on vient me dire tout est bien, tout est beau, tout est rose, là, je dis, bah, au Hachem, ils ont fait un travail extraordinaire. Mais la période des fiançailles, la période où quelque part, on vit ensemble, parce que pas tout le monde n'est capable de se dire finalement on va vivre ensemble qu'après le mariage. Il y en a qui vivent avant. Mais moi je leur dis toujours, vivre avant le mariage, c'est comme les gens qui vont en Eretz Israël. Tu connais Israël? Ah ouais, moi je connais Israël. Comment tu connais Israël? Ah, moi je vais aller là, je passe mes vacances chaque année là-bas, c'est magnifique, je m'éclate. Mais ça c'est du tourisme, Baba. T'as jamais habité, t'as jamais fréquenté les Israéliens. Tu sais pas comment ça vit la vie de tous les jours, que ça vit à 110 à l'heure, que quand quelqu'un il te bouscule, c'est toi qui vas demander pardon, c'est pas lui qui va te dire pardon. Toutes ces choses-là, c'est quand tu commences à vivre véritablement là-bas. C'est pas que je crache sur Israël, mais je dis que Israël, ça se prépare. Israël, tu peux pas dire que parce que tu as passé tes vacances là-bas, que tu seras capable un jour de vivre là-bas. Donc c'est la même chose pour le couple. Tu as pu vivre avec ta femme, qui aujourd'hui est ta femme, en copinage. Tu as pu le connaître, tu as pu sortir avec lui, tu as pu faire des ambiances. Tout allait bien. Et puis quand on se marie, tout est morose. Quand on se marie, tout a changé. Je dis pas que c'est dans tous les cas, mais pour la plupart, c'est comme ça.
Parce qu'encore une fois, on a vécu du tourisme. On n'a pas vécu un véritable mariage. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on commence à se marier, on ne rentre pas à 2 dans la maison. Je vais vous faire peur, hein. C'est pas qu'on était schizophrène, on rentre à peu près 6. Pourquoi à 6? Parce que ton mari, il va rentrer avec son père et sa mère, d'accord? Toi, tu vas rentrer avec ton père et ta mère. Comment dire ça? Virtuel. Et puis on va commencer à vivre ensemble. Et donc tout ce qui était important pour toi à la maison, tu vas te dire, maintenant je suis marié, je fais comme maman. Il n'est pas question que David mette des miettes par terre. Voyons, papa il faisait toujours le ménage à la maison. Il n'est pas question que Sabrina laisse la vaisselle dans l'évier. Maman faisait toujours la vaisselle. Mais toi, t'as qu'à l'aider. Toi, t'as qu'à l'aider. Pourquoi est-ce qu'elle faisait la vaisselle à la maison? C'est pas elle faire la vaisselle, t'as qu'à l'aider. Encore une fois, toutes ces choses-là, avec les principes qu'on part au début du mariage, c'est pas ce que vous allez vivre à la maison. Vous rigolez tous ce soir parce que vous vous dites, ouais, c'est vrai quelque part. Mais inconsciemment, quand on se marie, on veut voir chez notre mari notre père. Et inconsciemment, quand on se marie, on veut voir chez notre femme notre mère. Et donc, quand ça se passe pas comme ça, allez hop, ça y est, c'est fini, ça marche pas, je retourne chez mes parents, ça marche pas, je savais que c'était pas celui-là qu'il me fallait, j'en étais sûr, mes copines m'ont prévenu, doucement, doucement. Quelque part, tes parents, s'ils sont arrivés à la complicité qu'ils ont fait, regarde le travail qu'ils ont fait. Regarde ta mère, combien de fois elle a fermé sa bouche et elle s'est tue devant ton père. Regarde combien de fois ton père, au lieu d'aller travailler, il a dit à sa femme, chérie, toi tu vas arrêter ton travail, moi je vais arrêter mon travail, on va partir ensemble. Ils ont fait des concessions, ils ont eu des moments d'intimité. Et plus encore. Vous savez, on dit qu'aujourd'hui les Marocains, les Algériens, toutes ces choses-là, ça n'existe plus, c'est vrai. Mais il y a les habitudes que tu as eues à la maison. Ce qui est important pour toi, c'est pas forcément important pour ton mari. Et ce qui est important pour ta femme, ça va pas être important pour toi. Encore une fois, on n'est pas... Vous savez, moi une fois j'ai entendu une histoire en Israël qui fait un focus sur cette histoire-là. Il y a un rav qui nous préparait, il a dit, moi une fois j'ai reçu un couple, ils ont voulu divorcer pour un dentifrice. Pour un dentifrice? Oui. Les parents de la fille, c'était des gens qui sortaient de la Shoah, d'accord? Ils sont sortis de la Shoah, et donc pour eux, même 1 mm de dentifrice, c'était important. Il fallait pousser le dentifrice jusqu'au bout. Les parents du mari, c'était des gens qui étaient larges, qui n'avaient jamais vécu, c'est des bons sfaradim, ils n'avaient pas vécu la guerre. Et donc, voilà qu'ils ont marié leurs enfants ensemble, et puis 3 jours plus tard, monsieur et madame se retrouvent dans la salle de bain. Madame, elle, voit que le dentifrice à moitié plein a été jeté à la poubelle, et monsieur, qui dit, mais c'est pas grave, on va en acheter un autre. Mais il n'est pas question de jeter un dentifrice à la poubelle alors qu'il est à moitié plein. C'est quoi toutes ces choses-là? Et à la fin, ça a fait une boule de neige. Cette petite chose a entraîné qu'il y a eu d'autres petits détails qui ont énervé le couple, et ils se sont retrouvés devant le rave, prêts à divorcer. Mais ça, c'est encore une fois, c'est exagéré, mais c'est pour vous montrer que quoi? Que quelque part, toutes les habitudes et tous les centres d'intérêt, parce que les centres d'intérêt que toi, tu peux avoir, le foot, le tennis, aller faire du footing le dimanche, pour ta femme, ça va pas être ça. Elle, ça va plutôt aller voir, je sais pas moi, un stand de pièces artistiques, toutes ces choses-là qui, toi, n'ont pas de centre d'intérêt. Pour toi, eh bien, pour le mari, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Et ça veut dire que quoi? Qu'à un moment, on doit faire un pas en arrière. Et si on ne fait pas un pas en arrière vis-à-vis de nos exigences, et qu'on ne fait pas ce travail toute notre vie, on va être comme des mendiants qui attendent de l'autre le bon vouloir. Seulement l'autre, il fera rien. Si toi, tu n'as pas été prêt à faire quelque chose pour l'autre, même si c'est difficile, tant sur le plan familial, tant sur le plan moral, eh bien, à chaque fois que toi, tu vas faire un pas en arrière, la personne qui est en face va faire exactement le même pas en arrière. Et ça, d'où on le voit, malheureusement, aujourd'hui, sur le terrain, c'est ce qui se passe. Moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont assis ici, et moi le premier, on a exactement la liste de A à Z de ce qui fait plaisir au conjoint. Seulement, on n'est pas capable. On va essayer de voir pourquoi ce soir. On sait exactement comment ma femme, elle voudrait que je sois. Comment mon mari, il voudrait que je sois. Je sais exactement, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que si demain, on doit me payer pour ça, je te fais une dissertation, ta femme, elle lit ça, ou ton mari lit ça, il devient fou. Il dit, mais alors, elle sait exactement ce que je veux, pourquoi elle ne le fait pas? Parce que quelque part, on est en train d'attendre que l'autre, il commence. Si toi, tu as commencé, moi, je commencerai. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours au couple, ils me disent, oui, mais arrêtez, Rav, ça c'est quelque chose de folklorique, mais au bout du compte, c'est pas comme ça. Mais c'est exactement comme ça. Le jour où tu auras fait un truc, ben l'autre, il fera un truc pour toi. C'est comme la relation avec Akadosh Baruch Hu. Im ta'az veniyom, c'est écrit, si Akadosh Baruch Hu, tu l'as laissé un jour, lui, il te laisse 2 jours. Et ainsi de suite. Ben dans le couple, c'est la même chose. Si toi, tu as fait un pas en avant, je sais que ça te fait plaisir, chérie.
que quand tu rentres à la maison le soir, eh bien, je sois encore habillé et je sois classe. Je vais me faire classe quand tu rentres à la maison, il n'y a pas de problème. Je sais que, chérie, le soir, tu as envie que je m'occupe un petit peu plus des devoirs des enfants. Que toi, après ton travail, tu t'occupes des enfants. Et moi aussi, je devrais m'occuper des enfants ce soir. À la Chaim et à la Mavet. C'est pas grave, il y avait la finale de mariée au premier regard. C'est pas grave, je vais d'abord faire les devoirs avec les petites. C'est pas grave, ça te fait plaisir, je vais le faire. On sait tous, moi je vous dis, si maintenant j'interroge chacun des gens qui sont dans cette salle, vous pouvez faire la liste de votre conjoint exact. Mais qu'est-ce que vous dites à la fin? Pourquoi moi en premier? Pourquoi pas elle ou pourquoi pas lui? Pourquoi c'est moi qui dois faire toujours le premier pas? Et toute la vie, on va faire ça. L'un, il va attendre quelque chose, l'autre... Et après, ça crée des tensions. Et qui malheureusement, après, on a même plus envie d'entrer à la maison le soir. Pourquoi? Parce que quand on rentre le soir, c'est un champ de bataille. Et on n'a aucun moment où on peut se retrouver. Des fois, ça arrive que des fois, j'ai rencontré un couple qui était super en tension. J'ai dit au mari, écoute, tu devrais prendre ta femme et la sortir au restaurant. Sortez. Il m'a dit, mais les côtelettes, elles sont moins chères et elles sont meilleures à la maison. L'espèce de remar, t'as pas compris, je crois. Les côtelettes, elles sont moins chères et elles sont meilleures à la maison. Mais t'as pas compris. Je m'en fous, moi, des côtelettes. Je m'en fous des sushis, même si Michael, il m'écoute. C'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est que tu ailles avec ta femme ou ton mari et que vous ayez un moment d'intimité. Ok, alors on appelle des copains, on sort tous ensemble. Mais non, tout à fait. Mais il y en a qui ne comprennent pas ça. Quand je leur dis de sortir, ils sortent à 6. Mais toi et ta femme, au début, tu étais capable d'inviter au resto. Tu étais capable de faire un week-end, toi et elle. Pourquoi aujourd'hui, quand tu sors, il faut qu'il y ait 8 personnes avec vous? Pourquoi il faut amener papa et maman? Pourquoi quand on fait un séjour, un week-end, ouais, mais mes parents, ils n'ont pas où passer les fêtes, ce serait sympa que... Non, mais attends, je comprends pas. Tu as besoin de te construire. Tu as besoin qu'à un moment... Et ce qui se passe, c'est qu'on laisse comme ça, et les tensions, elles montent. Et les enfants qui vivent ça, pour ceux qui en ont, ils sont traumatisés, parce qu'ils voient papa et maman de long en large se disputer toute la journée. D'accord? Et la maison, elle devient très vite un lieu d'angoisse. Pour ceux qui étaient dans mes shiurim précédemment, je vous ai raconté une histoire. J'ai dans ma tête une histoire qui m'avait marqué quand j'étais petit. J'avais un copain à moi qui m'avait fait une confidence. Il m'a dit, je t'en supplie, invite-moi le Shabbat. Chaque Shabbat, invite-moi le Shabbat, invite-moi. Au début, on l'invitait. Bon, ok, j'ai dit papa et maman. J'ai dit, allez, ok, on va l'inviter. Invite-moi le Shabbat. Une fois, il m'a dit, je ne peux plus voir papa et maman se disputer à la maison. J'adore venir chez toi parce que chez toi, c'est calme. Et chez moi, c'est un terrain de dispute. Ça veut dire qu'on rend la maison un moment d'angoisse. On ne se rend pas compte. On m'en parlait tout à l'heure. Les enfants, après, ils vont dormir. C'est bien, ils ont été dormir. Tu sais ce qui se passe dans leur tête? Quand avant d'aller dormir, ils ont vu la tension monter dans la maison. Quand avant d'aller dormir, la femme, elle a dit à son mari, je vais aller voir un avocat, j'en ai marre. Le petit, le lendemain, il va avoir 5 sur 20 sur tous les contrôles. Pourquoi? Parce que toute la nuit, et puis toute la journée, il est en train de passer, maman, elle va quitter papa, maman, elle va quitter papa. Et plusieurs fois, moi j'ai des couples que j'ai reçus, ils m'ont dit, les enfants, ils nous ont dit, on crie des fois, et dès qu'on crie, le lendemain, la petite, elle vient, elle me dit, papa, tu vas laisser maman? Non, ma chérie, je crie avec ton père parce que ça va pas. Mais le problème, c'est que les enfants, ils ont vite fait d'avoir des conclusions. Les enfants, ils ont vite fait de se dire, finalement, tout est perdu. Alors, là, je vous ai fait un tableau noir, d'accord? C'est pas grave. Mais maintenant, je vais essayer de faire... Ça, c'était la pluie, hein, d'accord? Maintenant, on va essayer de parler du beau temps. Quelque part, si on est véritablement honnête avec nous-mêmes, on saurait très bien qu'en fait, le shalom baït, comment on peut faire redescendre la tension? Et comment on peut arriver à des choses extraordinaires entre un mari et une femme? C'est simplement si on disait 8 mots. Pardon, j'ai mal agi, je suis désolé vraiment. Ah, vous allez dire, ça va, vous rigolez, ça ne se joue pas à ça. Mais parce que quelque part, le pardon qu'on demande, il n'est jamais sincère. Le pardon qu'on demande, quelque part, eh bien, c'est parce qu'on le demande, mais très très vite. Et que quand souvent on le demande, mais d'une façon tellement... Bon, allez, pardon, ça va, tu vas pas faire ta lourde, allez, oh, c'est bon, attends. Mais t'as pas compris. Et puis toute la vie, ça se passe comme ça. On s'est jamais intéressé au malaise de la personne qui est en face de nous. Peut-être, comme j'ai dit au chiour, qu'avec ce qu'on avait fait vivre à notre conjoint, on a créé un paxon de malaise tellement énorme que ça va déborder à chaque seconde. Mais si on avait fait véritablement, on avait demandé pardon, vous savez... Le conjoint, il n'est pas dupe. Il vous connaît tellement bien, votre mari ou votre femme, qu'il sait très bien quand vous êtes honnête et quand vous avez juste envie qu'on vous laisse tranquille. Donc si le pardon, il n'est pas honnête, forcément, il ne va pas avoir la place pour ce pardon. Mais si le pardon, il est tellement honnête et il a tellement été investi, et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer ce soir, vous allez tout gagner. Et puis, très souvent, qu'est-ce qui se passe? Le conjoint qui a été offusqué, il tourne autour de vous. Vous le voyez, il rentre, il sort, il rentre, il sort, il rentre, il sort.
il vous donne la possibilité sur un plateau d'argent que vous vous excusez. Et vous continuez votre soirée, vous êtes en train de faire vos devoirs, vous êtes en train de faire vos affaires. Il rentre, il sort, elle rentre, elle sort, elle essaie de te parler, toi tu fais pas attention, elle t'a mis tout sur un plateau d'argent. Ça va être au début. Mais à la fin, il n'y aura même plus cet essai. Si tu n'as pas pris l'occasion au moment où tu pouvais la prendre, eh bien quelque part, à long terme, je vous dis la vérité, je ne veux pas vous faire peur, mais c'est invivable de vivre avec quelqu'un qui ne sait pas présenter ses excuses. C'est invivable de vivre avec quelqu'un qui ne peut pas jamais remettre les compteurs à zéro. Or, vous savez très bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous savez très bien comment remettre les compteurs à zéro. Seulement, qu'est-ce qui se passe? On ne se sent pas capable, quelque part, de s'écraser. Pourquoi moi plus que lui? Pourquoi c'est pas elle qui vient me voir, comme mon père, comme ma mère elle faisait quand mon père il était énervé? Mais ça s'est passé. Aujourd'hui, on a malheureusement, avec tout le monde qui nous entoure, et avec tous les médias, et avec tout ce qu'on a autour de nous, eh bien, c'est plus la même vie. On ne peut plus demander les mêmes choses et les mêmes relations qu'il y avait chez nos parents. Dites-le-vous bien, parce qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes, ils ont chacun leurs préoccupations. Parce qu'aujourd'hui, on est influencé par les médias, on est influencé parce que tout le monde de la télé nous montre. Et regardez bien comment... Moi, ça m'a vraiment intéressé, cette émission de Mariés au premier regard. Il n'y en a pas un qui a pu tenir. Il n'y en a pas un qui a pu tenir parce qu'encore une fois, personne n'était capable de se marier avec quelqu'un où le centre d'intérêt, il n'est pas au 100%. Et donc, s'il n'y a pas un centre d'intérêt ou si on n'est pas sûr de son coup, on ne va même pas essayer de faire un effort. Il faut que le centre d'intérêt, il soit arrivé à 100%, et là, on commence à essayer de faire un effort. Or, dans la Torah, ce n'est pas du tout ça. Dans la Torah, ce qu'on te demande, quelque part, c'est de pouvoir investir. Tu vas commencer à zéro, et plus tu vas donner dans ton couple, ça je vous le garantis, et plus tu vas avoir en retour. Mais si tu n'as pas donné dans ton couple, tu n'auras pas en retour. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on ne s'est pas demandé pardon? Je vais vous dire, on est tous des gens polis au bout du compte. On demande pardon. J'ai renversé une assiette de soupe par terre. Pardon ma chérie, excuse-moi, j'aurais pas dû faire ça. Je suis arrivé en retard ce soir. C'est vrai, t'as raison, j'aurais dû sortir plus tôt du boulot. D'accord? Je t'ai marché sur le pied. Excuse-moi, pardon. Mais pour ces choses-là, quelque part, on n'en a pas tellement besoin du pardon. Là où le pardon, il devient inévitable et inéluctable, eh bien, c'est quand j'ai touché dans les sentiments de mon conjoint. C'est quand j'ai touché dans son amour-propre et dans sa façon de vivre. Par exemple, on est tous assis, d'accord? Tu as invité toutes tes copines, et devant toutes tes copines, tu dis à ton mari, « Ah, pour une fois que tu es gentil avec moi et tu fais le service !» Mais là, tu l'as atteint au plus profond de son âme. Là, tu as touché directement au fond. Ou bien toute la journée, ta femme, elle s'est crevée pour faire un repas extraordinaire pour tes parents, et devant tout le monde, tu lui dis, « Franchement, c'est fade. Hein. Ah, franchement, c'est pas bon. Hein. Ah, d'habitude, tu nous fais mieux les choses. Hein. Mais moi, je suis franc. Moi, je suis quelqu'un... Ouais, c'est sec, hein, c'est sec. Hein. Mais attendez. Là, tu vas devoir prendre ta femme ou ton mari et tu vas devoir travailler pendant de nombreux jours et de nombreux mois pour pouvoir effacer l'affront que tu as fait au plus profond des sentiments de la personne. Ou bien que quelque part, des fois, on retrouve des couples où chacun y fait vie à part. Vous savez, moi, mon Madri Khatanim, il m'a toujours dit, il y a 3 façons de gérer l'argent dans le couple. Il y a ceux qui gardent tout l'argent pour eux, les maris, d'accord? Et puis quand la femme elle a besoin, il donne un peu d'argent. Il dit cela à bannir. Il y a ceux qui, d'une façon tout à fait intuitive, ils ont ouvert chacun leur compte et chacun il met un petit peu d'argent. À bannir, il m'a dit mon Rav. C'est quoi le mieux? C'est quand on s'est donné la possibilité chacun de gérer le même compte et en même temps. Des fois on voit des couples, je vous promets, on a l'impression de voir une petite fille avec un papa ou un petit garçon avec sa maman. Il y a des moments où justement l'équilibre dans le couple, il s'est complètement effacé. Il y a le dominant et la personne qui suit derrière sans rien dire et tout ça. Ça ne doit pas être comme ça. Remémorez-vous au début quand vous vous êtes connus, c'était pas comme ça. Et cet équilibre qui au début venait par rapport à l'amour et le romantisme et tout ce que vous avez au début, cet équilibre, il ne doit pas s'effacer à long terme. Il ne faut pas qu'à la fin ta femme, ça devienne ta petite fille. Il ne faut pas qu'à la fin ton mari, ça devienne ton petit garçon que tu traînes de partout. Il faut arrêter. Il faut que cet même équilibre du début du mariage, où on était 100% d'accord et on avait 100% envie de vivre ensemble une vie commune et une vie... Il faut remettre les choses à plat et ne pas croire que quand on a offensé dans ce genre de choses que j'ai dit, c'est pas bien grave. C'est extrêmement grave. Oh, franchement, on va pas se fâcher pour ça. Hein? T'es un grand garçon, t'es une grande fille. C'est pas grave, j'ai bien fait attention à ce que j'ai dit. Et donc en 2 secondes, on a ridiculisé les sentiments
que le conjoint ou la conjointe, elle peut avoir. Quand on frappe les sentiments, dites-le vous bien, d'accord? On ne peut pas revenir en arrière n'importe comment. Quand on a atteint quelqu'un au plus profond de son âme, ça va prendre beaucoup de temps à se résorber. Et si en amont, on n'a pas fait un travail, les gens ils croient que quoi? Par exemple, allez, je vais donner un peu dans la tête les maris ce soir. Ils ont offusqué leur femme, ils se sont disputés, ils sont sortis, là il a mal parlé à l'autre, toujours ça se passe. En plus, on règle nos comptes, toujours quand on est entre copains et copines. Là on va lui mettre, tu vas voir, je vais lui mettre un coup. Et ça c'est le pire. Sachez que quand c'est comme ça, surtout on expliquera après pour les femmes, c'est pas grave les hommes, vous allez me jeter des pierres, mais c'est pas grave. Alors le lendemain, le mari revient tout frais, tout frimpant, je t'ai amené le petit déjeuner ma chérie. Et puis elle te vlan, elle te claque la tête à la porte. Quoi, c'est comme ça que tu me fais à moi? Quoi, moi je viens avec plein de bonnes... Mais le petit déjeuner, elle en a rien à faire. T'as vu comment tu l'as parlé hier? T'as vu comment devant ses parents tu l'as rabaissé? Tu crois qu'un petit déjeuner, tes bonnes intentions que t'as amenées ce matin, ça va changer quelque chose dans la vie de ta femme? Ça va rien lui changer. Il va falloir que maintenant, pendant des mois, comme j'ai dit, tu vas devoir la convaincre de ce qu'elle a gravé dans son esprit. Ou alors vous, mesdames, vous n'avez pas fait attention, vous n'avez pas respecté votre mari, vous ne lui avez pas parlé comme il attendait qu'on lui parle. Et le lendemain, vous allez à Decathlon, vous lui achetez une belle raquette de tennis. Tiens, mon chéri, c'est la raquette de tennis que tu attendais depuis longtemps. Ah, j'ai trouvé des pompes en promotion, ça m'a fait plaisir, tiens. Mais t'as vu comment tu m'as traité hier? Tu m'as traité comme le plus misquine qui existait. Tu m'as fait passer aux yeux de tes parents comme quelqu'un qui ne savait pas s'occuper de leur fille. Et tu crois que maintenant ta raquette de tennis, elle va changer quelque chose dans ma vie? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, quand j'ai fait une offense profonde dans mon couple, je ne vais pas pouvoir le rattraper avec du matériel. Ça va devoir être du moral, mais du 100% moral. Et entre parenthèses, je vous dis un petit tip, comme on dit en Israël, les maris. Un cadeau que vous donnez à votre femme, ne le donnez jamais sans mots. Parce que aux yeux d'une femme, ce n'est pas le cadeau qui compte, c'est ce que vous avez écrit à côté. Et ça, pendant 10 ans ou 15 ans, elle va le garder. Un jour, vous allez la surprendre en train de relire les mots que vous lui aurez fait. Parce que quelque part, le cadeau, c'est matériel. Mais le mot que tu as écrit, c'est sentimental. Et c'est ça qu'elle veut de toi. C'est pas que tu l'aies... Quelque part, elle aurait préféré que tu lui achètes 10 fois moins de ce que tu lui achètes et que tu sois avec elle et que tu la soutiennes et que tu la mettes en valeur. Et donc, tu peux lui amener tout le fric que tu veux, tu peux lui faire les cadeaux, tu peux lui faire tous les meilleurs hôtels. Rien de tout ça. Toi, tu sais. Parce que moi, je ne peux pas vous dire, je ne vous connais pas assez. Mais vous savez tous que votre femme, elle attend de vous. On le sait tous, comme j'ai dit tout à l'heure. On a une liste précise dans la tête, mais on ne la met pas en application. Maintenant, pourquoi on ne la met pas en application? Ça, c'est la deuxième partie. Pourquoi on n'est pas capable de s'investir comme le conjoint ou la conjointe, elle attendrait de notre part? Pourquoi on n'est pas capable de faire un petit peu ce que mon mari ou ma femme, elle attend de moi? Alors, je vais vous dire tout d'abord, c'est un principe. Un humain, il ne peut pas se sentir reprochable. C'est un pasouk dans Michelet. Le pasouk dans Michelet, il dit « Kichol derer ish yachar be'enav » Il faut qu'on fasse bonne impression. Devant vos amis, vous faites bonne impression. Devant la famille, vous faites bonne impression. Vous avez besoin de vous sentir irréprochable. Et donc, quelque part, quand je vais venir devant ma femme, parce qu'elle, elle me connaît mieux que tout le monde, on ne peut rien cacher à son mari ou à sa femme. Mon mari, il me connaît mieux que tout le monde. Donc, s'il vient, il me touche dans cet ego-là, qui est de dire je suis parfait ou je suis parfaite, forcément, j'ai rien envie d'entendre. Mais d'un autre côté, on ne peut pas passer la vie comme ça. On ne peut pas passer la vie à attendre de l'autre. On ne peut pas passer la vie, au lieu de s'occuper de notre épanouissement, de pouvoir faire grandir les enfants correctement, d'avoir des projets, d'avoir des ambitions, on ne peut pas passer la vie à s'accrocher la tête. Donc qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va essayer d'expliquer où est-ce qu'on peut diminuer cette fierté. Alors je vais vous dire tout d'abord, il faut qu'on sache quelque chose. Et ça, c'est comme il dit le Rav Simcha Cohen, c'est quelque chose de naturel. Entre un mari et une femme, il existe une concurrence énorme. C'est normal. Ne pas croire que ça vous arrive que dans votre couple. Dans tous les couples du monde, qui va donner plus à l'autre? J'attends. Je le temps qu'il rentre ce soir et on va voir ce qu'il va faire. Je rentre à la maison ce soir, on va voir ce qu'elle a fait pour moi. Mais peut-être que c'est de l'autre côté. Peut-être que ce soir, quand tu vas rentrer, tu vas dire, elle va voir ce que je vais faire pour elle. Ah, ce soir, je vais m'occuper, je vais la rendre une reine. Et puis toi, quand tu es à la maison et que tu attends ton mari, tu es rentré un petit peu plus tôt, tu as été certes chez les enfants, même que toi aussi tu as travaillé, même que pour toi aussi la journée a été dure, et en plus de ça, tu as pris les enfants et tu t'es occupé des devoirs, eh bien c'est pas grave, je vais tout mettre de côté, et maintenant avec mon mari, je vais passer une soirée extraordinaire. Mais le problème, c'est qu'il y a l'esprit de concurrence. Je vais rien faire, et on va voir ce que lui ou ce que elle va faire. Moi, je vais rien faire.
Moi, j'en ai marre de faire. C'est pas à moi de faire. Peut-être que c'est à toi de faire. Moi, je dis toujours, pour pouvoir arranger cette histoire de la rentrée du soir, la première demi-heure, quand vous rentrez le soir, vous la consacrez à votre femme ou à votre époux. Je vous dis la vérité. La première demi-heure, c'est pas dur. Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas demandé toute une soirée. Vous avez votre série, vous avez des épisodes que vous avez loupés, vous avez des copains appelés. Que la première demi-heure, elle soit Kodesh, Kodashim, c'est rien. Une demi-heure où tu vas demander, comme j'ai dit dans le cours précédemment, comment s'est passée ta journée. Autant dans le chinour, autant dans le couple. Avec les enfants, on ne peut pas se permettre. Et même quand ils sont ils sont tout petits bébés, eux aussi, ils ont besoin qu'on leur demande comment s'est passée ta journée, mon chéri. Ga, 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 ga. Toi, t'as la marre, t'es en train de voir ton portable. Tu dis, lâche ton portable. Ga, 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 ga. Ça paraît enfantin, mais l'enfant, vous vous rendez pas compte ce que vous avez fait. Et après, on passe au conjoint. Ça va, chéri, ça s'est passé, c'était pas difficile, ta journée, tac. Qu'il y a un moment où on arrête. Et aujourd'hui, malheureusement, les portables, c'est devenu un poison. Moi, la vérité, j'ai envie de sortir un business. S'il y a quelqu'un qui veut venir me voir après le cours, j'ai un plan extraordinaire. Il y a des gens en Amérique qui ont créé ça. Moi, j'ai envie de le commercialiser. Si vous voulez m'aider, franchement, on va faire un business extraordinaire. Ils ont créé une espèce de boîte. Dans cette boîte, il y a un code. D'accord? Tu programmes le code et pendant 25 minutes, parce que bon, j'aurais pu dire 2h30, 3h, mais bon, on n'est pas des barjots aussi. Pendant une demi-heure, vous voulez plus, vous pouvez mettre plus. Ton portable, il est dans la boîte. À la Chaïm, tu peux le jeter contre le mur, la boîte, elle souffle pas. Voilà. Et vous mettez, moi je veux le commercialiser. Dans mes shiurim, je veux faire cette vente. Et, hein? Ah, mais après, vous mettez mais vous pouvez pas revenir en arrière. Une fois que le code, il est rentré en fonction, la boîte, elle est fermée, tu sors plus tes... Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous fait manquer? À l'époque, monsieur rentrait de son troupeau de moutons, madame avait fait la teinte des tissus toute la journée, ils avaient rien. Ils avaient le feu qui crépitait comme ça, dans la cheminée, et ils étaient en face de l'autre, avec leur chope de lait tout chaud, et ils discutaient toute la soirée. Et c'était magnifique. Et c'est pour ça qu'à l'époque, on n'a jamais entendu papy ou mamie qui ont divorcé. C'est marrant, hein? Papy et mamie, ils n'ont jamais divorcé. On les a connus 80 ans de vie, 60 ans de vie commune, ils n'ont jamais divorcé. Pourquoi? Parce que le soir, il n'y avait pas de iPhone ni de Samsung. Je parle pour moi aussi. Parce qu'on est tous aujourd'hui, on est tous malades. Moi, je vous dis, c'est une maladie. Et il n'y avait pas toutes ces choses-là. Et les gens, ils vivaient pour le meilleur des mondes. Pourquoi? Parce que justement, cette communication, elle existait. Aujourd'hui, on est comme ça. Ça va, chérie? La journée s'est bien passée? Ouais, la vérité. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Ouais. Ah, oh là là. Ah, il y a des soldes. Ah, ouais, il y a des soldes. Ouais. Ah, bah là, il y a la série qui commence. Non, mais ça nous fait tous rire. Mais vous vous rendez compte de ce qui se passe aujourd'hui? Et moi, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, le temps qu'on arrange ça et qu'on commercialise ensemble cette boîte-là que je vous ai parlé, que le Shabbat au moins, le Shabbat, pour ceux qui ont ce bonheur d'être Shomrei Shabbat, n'allez pas dormir à 8h du soir après la Pkeila. Interdit, assourd. À la limite, mangez moins, mais au moins le Shabbat, il n'y a pas de portable, il n'y a rien. Il y a toi, ta femme, tes enfants. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, oh chérie, je suis fatigué, serre vite, vas-y, serre vite. Et donc, le seul moment où tu étais avec ta femme ou avec ton époux, ou avec ton mari, et que tu pouvais faire une soirée de fou, et que vous pouviez discuter jusqu'à je ne sais quelle heure, vous étiez en train de regarder vos portables. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quelque part, après, il y a l'incompréhension qui rentre au milieu. Et donc, on peut avoir des personnes, comme j'ai dit, cette concurrence, elle est tellement... Donc, non seulement on est complètement borné et aveuglé par ce système de médias, mais en plus de ça, on a cet ego centrique, d'accord, qui me dit, voyons ce qu'il va faire lui, et après, moi, je ferai quelque chose. C'est une concurrence. Moi, une fois, j'ai vu un truc de fou. Ils étaient tellement en concurrence... Il y a des couples où ça se sent moins, d'accord, parce qu'on essaie un petit peu de le cacher, on ne veut pas montrer nos défauts devant tout le monde. Mais il y a des couples où ça part dans des délires de fou. Moi, une fois, j'ai vu un couple, le mari, il a commencé à maigrir, la femme, elle avait la peau sur les os, elle faisait encore plus de régime que lui. Ils sont devenus squelettiques, les deux, tellement ils étaient en concurrence. Il y a un esprit de... Alors, il y a des couples où ça se montre un petit peu plus, cet esprit de concurrence, et il y a des couples où c'est un petit peu moins. Et malheureusement, cet esprit de concurrence, qu'est-ce qu'il fait à long terme? Il fait qu'on rentre dans un mutisme. Un mutisme. Des fois, j'entends des couples où pendant une semaine, ils ne se parlent pas. Mais comment c'est vivable? Moi, un soir, je m'en vais chez moi à la maison. Je peux pas vivre avec quelqu'un qui en face de moi ne discute pas. C'est pas possible. Habituez-vous. Et ça, les chachamim, ils le disent. Et on n'a pas besoin des chachamim. Vous savez, il y a pas longtemps, j'ai reçu un couple. Ils m'ont dit, c'est bizarre. Vous nous dites exactement ce que le psychiatre, il a dit. Mais j'ai dit, moi, j'ai pas besoin d'avoir fait de psychiatrie. La Torah, tout est écrit dans le livre des Chachamim. Et bien, au Hachem, on a des rabbanim comme le Rav Simcha Cohen. Et d'ailleurs, son livre est traduit en français qui s'appelle L'art de l'échange de partager. Enfin, je peux vous donner, si vous avez besoin du titre, je vous dirai exactement.
Et lui, il nous donne exactement ce que les scientifiques disent. La première chose qu'on doit être capable, d'accord, c'est de dire à un moment, je vais casser la glace. C'est interdit, c'est ça que je voulais vous dire. Le Rav, il dit, c'est interdit d'aller dormir le soir sur une dispute. Ouais, mais elle fait aucun effort. Ouais, mais lui, le soir, il préfère appeler ses parents. Mais commencez à faire les efforts. Soyez les giborim. Soyez les zéros. Les zéros, c'est pas ceux qui, au boulot, vont sortir les plus gros contrats. Les zéros, c'est pas ceux qui vont sortir avec la plus belle tenue et le plus beau sac qui existe au monde et qui vont faire la fureur devant leurs copines. Les vrais héros, c'est quoi? C'est ceux qui, à la maison, se montrent plus forts que l'autre. Les vrais héros, c'est ceux qui ont investi dans leur couple. Les vrais héros, c'est ceux qui ont créé cette complicité et cette envie de dire finalement, je vais changer et je vais être quelqu'un d'autre. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme on a dit tout à l'heure, il y a d'abord cet esprit de concurrence, mais il y a aussi l'exemple que nos parents ils nous ont donné. Si, quand vous étiez petit, papa et maman, quand ils se disputaient, c'était minimum 1 semaine et demie de mutise, ben vous allez refaire la même chose chez vous à la maison. Et ça, on l'a dit dans un cours de Chinour. Si vous voulez changer vos enfants, changez-vous à vous-même. Parce que quelque part, aujourd'hui, on est tous conscients, quand on se regarde au fin fond de nous-mêmes, comment on réagit dans notre couple? On réagit exactement comme notre père ou notre mère, elle réagissait dans leur couple. Même si on ne le veut pas. Et on va devoir faire un travail. Donc quelque part, si je veux rendre service à la personne qui est en face de moi, si je veux faire en sorte, eh bien, que mes enfants, ils apprennent de moi, eh bien, je vais m'excuser le premier. Parce que plus tard, si moi, quand il y avait une dispute entre ma femme et moi, ou entre mon mari et moi, j'attendais 1 semaine et demie qu'il m'invite dans un hôtel 4 étoiles, sinon je ne lui parlerai plus. Eh bien, vos enfants, ils feront la même chose. Vous allez les avoir à la maison tous les soirs. Et vous allez vous demander, mais comment ça se fait que ça se passe mal, ma chérie ou mon chéri, pourquoi? Vous venez de vous marier, c'est dommage. Mais elle, inconsciemment, elle reproduit le schéma que tu as montré à la maison. Et ça, c'est exactement la même chose dans le Chinour. Tu ne peux pas exiger à tes enfants, comme on a dit l'autre fois, d'aller à la tfila si toi-même tu ne te lèves pas à la tfila. Tu ne peux pas exiger à ta fille de s'habiller de tsniout si toi tu ne t'habilles pas de tsniout. Tu ne peux pas exiger à ton fils de ne pas dire des gros mots si ta bouche c'est un cabinet, excusez-moi du terme. Donc toutes les choses, tous les exemples qu'on a vus chez nos parents quelque part, eh bien c'est ce qu'on va reproduire. Est-ce que nous, et dire à Simchagoyen quelque chose d'extraordinaire, vous voulez vous habituer à ce que plus tard vos enfants quand ils vont se marier, ils vont avoir cette complicité et cette possibilité de changer? Habituez-vous à vous excuser quand vous leur faites du tort. Des fois ils méritent des punitions, mais ne les laissez jamais sur une fessée, sur une claque ou sur une punition que... Allez, tu vas dans ton lit, je veux plus te voir toute la soirée. Avant d'aller dormir, tu vas aller t'asseoir à côté de lui, tu vas dire, écoute ma chérie, tu as mal agi, maintenant on va en discuter. Je m'excuse, peut-être que je t'ai fait de la peine, je t'ai puni, mais tu le méritais. Il faut qu'il y ait une discussion derrière. Mais si les coups et les punitions et les restrictions, elles restent uniquement comme elles sont, sans que derrière il y ait une bonne intention, eh bien les enfants, ils auront appris que quoi? Qu'on peut se disputer, qu'on peut crier, et puis qu'il n'y a aucun pardon. Plus encore. Qu'est-ce qui se passe très souvent? Le soir, il y a des tensions entre un mari et une femme, malheureusement, ça existe. Et les enfants, ils voient ça. Qu'est-ce que vous faites? Chacun, il donne comme il faut. Hein. Tiens, il ne manque rien. Et les enfants, ils vont dormir. Maintenant, eux, quand ils ont été dormir, très souvent, vous allez vous réconcilier. Mais eux, ils ne vous ont pas vu vous réconcilier. Et le lendemain, vous partez très tôt au travail, chacun de votre côté. Les enfants, eux, pour eux, dans leur tête, les parents sont disputés et ils vont passer une journée de zut. Ou alors vous vous disputez juste avant de partir sur le pas. La plupart du temps, comment ça se passe? On est déjà avec chacun avec son sac. Et tu verras, je t'ai toujours dit, blam, on clé de la porte et on va déposer les enfants à l'école. Et nous, les professeurs, parce que là, j'occupe la chaise ce soir de conférencier, mais je suis professeur. Mais je peux vous dire la vérité, je ne veux pas vous faire peur. Aujourd'hui, nous, les professeurs, quand on a des enfants assis en face de nous, comme vous ce soir, on peut vous dire chaque enfant s'il a des parents équilibrés ou pas. Parce que l'enfant qui a des parents équilibrés, on le voit dans son travail, on le voit dans son assurance, on le voit dans sa joie, on le voit dans cette envie de croquer la vie à pleines dents. Moi, des fois, je suis ébahi, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont magnifiques, ces enfants. Et puis après, quand tu vois les parents, et tu vois comment est-ce qu'ils se respectent, et tu vois comment est-ce qu'ils se parlent, et tu vois comment ils ont une complicité qu'ils ont dû mettre du temps à construire, tu comprends ce qui se passe. Mais il y a encore plus que ça. Très souvent, quand on attend un pardon du conjoint qui est en face, celui qui attend le pardon, c'est lui qui bloque en fait l'histoire. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai fait une bêtise, d'accord? Il faut que je vienne m'excuser devant ma femme. Alors je viens, d'accord? Et puis elle, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, ça y est, tu veux faire le doux, hein? Ça y est, tu viens faire ton doux?
Ou alors vous essayez de faire un effort, vous venez chez votre mari. Allez, ça y est, tu vas faire la sainte. Mais de toute façon, tu ne changeras jamais. Tu seras toujours la même. Et donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous retournez, vous poussez la porte, et vous dites, il a qu'à aller se faire voir. Donc qu'est-ce que vous avez fait en fait? Vous êtes en train d'attendre un pardon de votre conjoint. Il vient, il s'est cassé les dents, comme je vous ai dit tout à l'heure. Personne n'est prêt dans cet esprit de concurrence à venir le premier et demander pardon. Donc ils ont fait cet effort. Et vous, c'est là où vous les catégorisez. Donc quelque part dans sa tête, qu'est-ce qu'il va se dire le conjoint? À chaque fois que je demande pardon, je fais le doux. D'accord? Je fais le pigeon. Donc je ne demanderai plus pardon. De toute façon, elle m'a dit ou il m'a dit que je ne changerai jamais. Donc je ne vais jamais demander pardon. Donc quelque part, par le fait que j'ai catégorié, j'ai mis quelqu'un et je lui ai donné une catégorie de dire tu es comme ça, j'ai bloqué le pardon. Ou bien quelque part, et ça c'est la fâcheuse habitude de tous les couples, vous remarquez chez votre conjoint un truc où il s'est vraiment renforcé. Ce soir, votre femme, elle s'est dit, je vais aller faire Afrashat Trala. Il y a une soirée pour femmes, il y a des rabbanim qui vont parler. Ou alors vous voyez votre mari, tous les matins, Baruch Hashem, il a commencé à se lever à la tefila. Il a pris ça en main. Où vous allez aller le frapper, où vous allez aller l'attaquer, vous allez le ridiculiser dans tous ses points forts. Mais de toute façon, ton Afrashat Trala, elle vaut rien. Au lieu de te lever à la tefila le matin, t'as qu'à te lever et aller à l'hôpital. Hein, va te faire soigner là-bas. Tu crois que tous tes cours que tu vas écouter, ils valent quelque chose? Ils valent rien. Et en une seconde, tous les points forts que votre conjoint il avait fait, vous l'avez rabaissé au ras des pâquerettes. Et donc forcément, il se sent tellement offusqué dans les points. Parce que où est-ce qu'on tape en général? Et encore une fois, c'est pour faire mal, parce qu'on a envie de faire mal. On va taper dans les points forts, dans les choses où on essaye de s'arranger. C'est là où on va attaquer, parce qu'on sait. Vous savez pertinemment où frapper votre conjoint. Vous savez pertinemment où est-ce que ça lui fait mal d'entendre des choses. Et vous allez lui sortir. De toute façon, tes parents, ils ont toujours dit que tu étais un maladroit. Voilà. Hein. Et toi, toute ta vie, tu as souffert quand tu étais petit d'entendre que tu étais un maladroit. Et t'espérais qu'en te mariant avec ta femme, ça allait changer. Et voilà qu'elle, elle vient te dire, tu es maladroit encore. Et donc, tout cet effort et toute cette espérance que tu avais au moment où tu t'es marié, eh bien, quelque part, elle a changé. Maintenant, je vous ai dit, il y a autre chose aussi. Et ça, c'est pour les maris ce soir. Sachez qu'une femme, elle ne peut pas pardonner aussi rapidement qu'un homme. Et ça, il faut que vous le disiez. Si vous, ce soir, d'accord, pas ce soir, parce que ce soir, tout va aller bien, Bezrat Hashem. Mais si vous, un soir, vous vous êtes embrouillé, le lendemain, ça va chérie, t'as passé une bonne nuit, ça va, hein? Tout va bien? Votre femme, elle ne va même pas vous regarder. Et ça va, attends, ça y est, on peut oublier. La Gemara, elle dit, Zemi makom shenivra, veze memakom shenivra. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte, il y a tout un exposé qu'on avait fait dans un siour, mais je vais dire juste ce point-là. L'homme, c'est quoi sa source? C'est de la terre, c'est meuble. Ça se transforme, ça se manipule, on fait ce qu'on veut avec. La femme, elle a été créée d'un os. Et donc, quelque part, quand on frappe quelque chose, un os, il y a une marque. Et cette marque, elle est indélébile. Et c'est pourquoi des fois, vous allez vous retrouver en discussion avec votre femme, et ta femme, elle va te dire, en 1996, quand nous étions sur le port, et que tu étais habillé de ton jean Levi's et de ton t-shirt Lacoste, tu m'as dit ça et ça, il était 16h43 et 21 secondes. C'est pas croyable. Mais moi, je sais même plus ce que j'ai fait il y a une semaine, et elle se rappelle de 1996. Et ça, et en 1997, et en 1998, et en 2000, et quand mes parents ils étaient là, et quand on était en voyage, elle a toute la liste. Ça s'effacera jamais. Que tu le veuilles ou non, tu vas devoir vivre avec ça. Une fois on raconte, il y a ceux qui sont avec moi depuis un certain temps, ils connaissent cette histoire, mais on va la répéter, ça va nous faire du bien ce soir. Il y avait une femme, elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus. Son mari lui parlait mal, il la traitait mal, et il ne la prenait pas en considération. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie dans le jardin de sa terrasse, dans la terrasse, et elle a planté un couteau dans le tronc à chaque fois que son mari lui faisait quelque chose. Et au bout d'un certain temps, le mari a dit, oh, c'est quoi cet arbre-là? Elle a dit, cet arbre-là? Ouais. Eh bien, c'est toutes les fois où tu m'as mal parlé, j'ai planté un couteau au lieu de le planter dans ton cœur. Oh, le mari a dit, oula, la situation, elle est grave, donc je vais me remettre en question. Effectivement, Baruch Hashem, il a commencé à se réveiller, il a commencé à changer d'état d'esprit, et Baruch Hashem, les choses, elles ont avancé. Et effectivement, la femme, tous les couteaux, ils étaient partis. Mais qu'est-ce qu'il s'est rendu compte, le mari? Hein? Qu'est-ce qu'il s'est rendu compte, le mari, très chers amis? Le mari, il s'est rendu compte que même que le couteau, il avait été enlevé, le tronc, il était marqué. Et la femme, elle a dit, tu vois, c'est vrai que je t'ai tout pardonné, mais dans mon coin, il y aura toujours un petit... Donc ne vous étonnez pas
Ne vous étonnez pas et faites surtout attention parce que vous allez avoir un registre que je ne vous dis pas ce qui va se passer. Et vous allez avoir du mal à effacer ce registre. Quand bien même la femme, elle ne vous en veut plus. Quand bien même la femme, elle a quelque part donné, elle a accepté ce que vous avez dit, ça va être difficile. Et comme on a dit tout à l'heure, en dehors de ça, des fois il y a des gens, même les hommes, il y a des fois des hommes qui sont susceptibles. Et donc pour vous, ça va vous prendre peut-être 2-3 jours pour vous en remettre. Eux, pendant 1 mois, ils vont tirer la gueule. Mais c'est normal, on n'est pas tous dans le même caractère. Et on n'a surtout pas, comme j'ai dit au début du cours, l'ampleur que ça peut prendre. Donc qu'est-ce qu'on doit résumer? Je terminerai par ça ce soir. On doit résumer une chose, c'est que quand on veut véritablement demander pardon, et on veut véritablement que ça bouge, on ne peut pas faire ça à demi-mot. On ne peut pas faire ça, allez, excuse-moi ma chérie, franchement je n'ai pas fait exprès. Allez, ça va, de toute façon on s'en dira d'autres et puis ça passera. Tu vas devoir sortir avec elle, d'accord, vous allez aller vous aérer, vous allez prendre du bon air, et puis vous allez prendre l'habitude de vivre ensemble, sans, comme j'ai dit au début du cours avant que vous veniez, sans tout ce qui peut nous déranger autour. Et on ne se rend pas compte de ce qui peut nous déranger. Il y en a qui ont pris l'habitude, et ça, j'en ai décidé de faire mon cheval de bataille, même si je vais recevoir des milliers de coups d'appel de tous les parents de Marseille et de tous ceux qui nous écoutent ce soir sur Facebook, c'est pas grave. Habituez-vous à rester seul à la maison. N'acceptez pas toujours les invitations des parents. Parce que très souvent, dans ces moments d'intimité, c'est là où véritablement les cœurs s'ouvrent. C'est là où véritablement on a envie de parler. Mais c'est pas quand il y a beau papa et beau maman à la maison qui nous regardent comme ça et qui disent « Oh, elle a oublié le couteau. Ah, tu sais, chez nous, on fait pas comme ça, la tchoutchouka, mon chéri. » Et donc, toute la soirée, t'as ce remue dedans. Et puis, ce Shabbat, c'est chez les beaux-parents. Et ce Shabbat, c'est chez les autres. Puis après, il y a les copains invités. Puis après, il y a les soirées à faire. Habituez-vous à avoir ces moments de privilège. Et je dis qu'en France, c'est pas encore, malheureusement, c'est pas encore, comment dire ça, aboli. Et dans ce sens où, en Israël, c'est tellement magnifique. Je ne sais pas si vous avez déjà visité un peu les quartiers religieux, mais ça ne devrait pas être que les religieux qui le font. On voit des fois des gens de 65 ans se balader, on dirait qu'ils viennent de se marier, ils ne se sont pas mariés. Ils ont 15 enfants, 58 petits-enfants, et ils ont cette complicité. Et ça, il faut la créer. Et habituez-vous. Et des fois, comme il dit ici Rav Simcha Cohen, vous savez, en France, je terminerai par ça, et encore une petite histoire, il y a le concept de Sam. Vous savez ce que c'est le concept de Sam? Le Sam, c'est celui qui, quand il sort le samedi, on sort entre copains un samedi soir, il y a Sam. Sam, c'est celui qui ne va pas boire toute la soirée, d'accord? Et il va ramener tout le monde à bon port. Il dira à Simcha Cohen, habituez-vous à faire un Sam dans le couple. Que cette semaine, au début ça va paraître un peu débile, c'est quoi cette histoire de Sam là dans le couple? Écoutez bien, cette semaine, c'est moi qui va pardonner en premier. Allez, voilà, cette semaine, c'est moi le Sam. La semaine prochaine, c'est toi la Sam. Alors, au début, ça va paraître un peu enfantin. Parce que bon, on n'est pas des gamins, d'accord? Tu m'as fait mal, c'est toi qui vas demander pardon en premier, d'accord? Mais non. Si on a enclenché ce mécanisme, qui au début paraît un petit peu enfantin, mais qui ô combien va nous aider à dégager tous ces complexes, parce que la plupart du temps, qu'est-ce qui fait qu'on reste disputé? C'est qu'on ne s'est pas ouvert à l'autre. C'est qu'on n'a pas envie de dire « Aïe, j'ai mal, je me sens mal, j'ai besoin de me confier à toi ». On a laissé ce problème de confidence fermé, et donc forcément, il n'y a pas. Et devant un Kadosh Baruch Hu, c'est par ça que je terminerai ce soir, c'est inestimable. Vous savez, c'est inestimable. J'ai 2 histoires à vous raconter, et je vais vous les raconter, pour vous montrer la force de quelqu'un qui sait, quelque part, se baisser devant l'autre avant. On n'a pas demandé des serpillères, mais on a demandé de faire cet effort, d'ouvrir la discussion. Qu'il n'y ait pas, comme j'ai dit tout à l'heure, des fois, 1, 2, 3 semaines, 4 semaines où on ne se parle pas, 1 mois. Ça fait 1 mois qu'on ne se parle pas. Ça fait 1 mois qu'on passe pas Shabbat ensemble, qu'elle est chez ses parents et je ne sais pas ce qui va se passer. Mais attendez, il y avait plein de choses à faire avant ça. Il y avait plein de rattrapages à faire avant ça qui n'ont pas été pris en main. Et donc, quelque part après, et je vais vous montrer un petit peu l'importance. Comment devant Akadosh Baruch Hu, c'est vu cette chose-là. Il y a une fois un monsieur et une dame, ils sont venus voir le Rav Chaim Kanevski. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ça fait des années qu'on n'a pas d'enfant. On aimerait bien avoir un enfant. Après, Kanevski leur a dit, écoutez, moi je ne suis pas un baba, d'accord? J'ai pas de la magie dans mes mains. Et ce que je peux vous dire, c'est que moi je ne suis pas capable de vous donner des enfants. Et le père, il a commencé à pleurer, il a dit, mais ma femme, elle en souffre. Qu'est-ce que je peux faire? Il a dit, écoute, j'ai une seule solution à te donner. Tu vas aller chercher quelqu'un, d'accord, qui va se prendre une honte, mais incroyable. Et quand il va se prendre la honte, tu vas l'obliger à ne pas répondre. Ça lui apparaît un petit peu insolite, mais il a dit, ok, je vais chercher.
Bon, il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça passe et tout, il ne se trouve pas. Et un soir, il a un mariage. Vous savez, on dit que dans un mariage, dites-le vous bien, ça pour vous aussi, si ça peut vous rassurer des gens qui vont se marier, en ktuva beloktata. Il n'y a pas de mariage sans dispute. Il y a toujours un problème. C'est pas possible. Il y a toujours un problème. Vous savez, une fois, il y a eu un mariage, j'ouvre une parenthèse, il n'y a pas eu de problème. Au moment où le khatan met la kala dans le doigt le khatan met la bague dans le doigt à la kala, la bague elle tombe. La belle-mère, elle se met à pleurer, elle dit ah, c'est le mauvais signe, c'est que tout va se mal passer. Et il dit là, 1 seconde. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un problème dans les préparations du mariage? Elle a dit non. Est-ce que vous vous êtes disputé? Est-ce que vous n'étiez pas d'accord sur quelque chose? Non. Elle dit bah, oh Hachem. La Torah, elle dit en ktuva beloktata. La Gemara dit il n'y a pas de mariage sans dispute. Il fallait que la bague elle tombe. Bah, oh Hachem, alors on peut faire le mariage. Donc voilà, ce monsieur, il est dans un mariage et ça commence à péter fort. Mais je vous dis pas entre les beaux-parents. Et là, il dit une insulte et il insulte. Et l'autre, au début, il répond pas. Et tiens, moins que rien. Et je savais qu'il fallait pas que je marie ma fille avec ton fils et tout ça. La frère qui est à côté, il dit, je t'en supplie, ne lui réponds pas. Mais comment je lui réponds pas? Tu vois ce que je veux lui dire? Il le prend, il le sort dehors. Il dit, mais laisse-moi, mais qui tu es, toi, Bichlal? Il dit, maintenant, je vais te dire, on est en dehors de la salle, je vais te dire qui je suis. Je suis quelqu'un qui a besoin de ta bénédiction, que tu n'as pas répondu aux offenses. Mets-moi la main sur la tête. Il lui a mis la main sur la tête, et 9 mois plus tard, sa femme, elle a couché. C'est-à-dire que vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, quand on a fait ce premier pas, quand bien même on a toutes ces choses qui sont en travers et qui des fois ne nous donnent pas envie, on n'a pas envie, je veux plus la voir, je veux plus le voir, je ne le supporte plus. Fais un effort. Et tu ne seras pas perdant dans cet effort. Au début, tu vas paraître comme quelqu'un de bizarre. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui d'être aussi gentil? Mais tu n'as jamais été comme ça. Et puis le deuxième jour, ce sera un peu moins bizarre. Et le troisième jour, un petit peu moins bizarre. Mais une seule chose, que vous ne souffrez pas toute votre vie. Parce que la souffrance aux yeux d'Hachem, Akadosh Baruch Hu, déjà c'est écrit que pour être mes avec zivugim, Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir mettre un mari et une femme ensemble, il fait des pieds et des mains. Qui est créatiam souf, c'est difficile. Voir la souffrance, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas souffrir. Ici, le Rav Simcha Cohen, je termine avec cette histoire pour vous montrer l'importance du pardon. Il raconte qu'une fois, le Rav Chaim Shmolowitz, il était pendant une guerre, dans un bunker, et il raconte qu'il y avait des bombes qui tombaient et qui menaçaient à chaque seconde de les mettre en miettes. Et dans ce bunker-là, il y avait une femme qui depuis une dizaine d'années avait été abandonnée de son mari. Et la femme, Rav Shmolowitz, a entendu la prière qu'elle a faite. Elle a dit à Dieu, je suis prêt à pardonner toutes les souffrances que j'ai eues depuis 10 ans, tout ce qu'on m'a laissé de côté. Hachem, sauve-moi par le mérite de toute la souffrance que j'ai eue. Il a dit Rav Chaim Shmolowitz, ce jour-là, 60 bombes sont tombées autour du bunker et pas une seule nous a atteint. C'est pour vous montrer la souffrance qu'a Kadosh Baruch Hu. Parce que quand un couple il souffre, eh bien Kadosh Baruch Hu il souffre. Ce que je vous souhaite ce soir, eh bien, c'est que Bezrat Hashem, vous puissiez avancer. C'est qu'ensemble, vous puissiez construire. Et que Bezrat Hashem, tous vos souhaits et toutes vos attentes l'un vis-à-vis de l'autre, ils se réalisent pour le meilleur. Et que Bezrat Hashem, tous ensemble, on puisse voir Mashiach Tzidkenu, Bimera Beyamenu, Amen. Bezrat Hashem. Moi aussi.